Il a d'abord été danseur, mannequin, il a boxé aussi. C'est un créateur de haute couture, un architecte du vêtement, à l'image de Claude Montana, Thierry Mugler ou Yves Saint Laurent, qui met à l'honneur les artisanats sénégalais, ghanéens, camerounais, ivoiriens. Un patchwork de tissus, raffiatin, travaillé, assoupli ou raidi. Il dessine une femme noble, au port altier. Couturier et styliste aux 1000 vies. Iman Aïssi, sur mesure. Bonjour Iman Aïssi. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, je vais très bien. Est-ce que cette période enfermée chez vous, comme on a tous vécu, vous a changé votre rapport à la création? Oui, les choses ne sont plus pareilles parce qu'on a tourné en rond, on se posait plein de questions par rapport au Covid-19. On ne savait pas comment aborder la chose. On a été bloqués dans nos appartements, dans nos maisons. Le boulot, les va-et-vient, ça a été stoppé. Donc, par rapport à la création aussi, c'était plus vraiment pareil parce que les showrooms, ils étaient fermés. Ouais. On n'avait pas accès à tout ce qui est achat. Donc, c'était un peu pas facile. Et vous qui êtes un créateur et qui êtes très chic aujourd'hui, comment est-ce que vous vous êtes habillé pendant cette période? Vous étiez du genre à rester en pyjama ou en sous-vêtements, ou est-ce que tous les jours, au contraire, vous mettiez une belle tenue pour vous sentir bien? Non, je ne suis pas resté en smoking ou en costard à la maison. J'étais plutôt jean t-shirt, Jean t-shirt comme tous les jours. Moi, j'aime bien les jeans et t-shirts, le côté un peu soft, même s'il y a toujours une petite note chic. J'imagine que vous avez quand même dû beaucoup travailler pendant cette période, parce que même si votre défilé, on va revenir dessus, ne se passera pas physiquement, vous avez quand même travaillé sur une nouvelle collection, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Avec votre équipe, comment ça se passe le processus de créer une collection à partir de chez soi? C'est beaucoup de questions, parce que comme on n'a plus accès à l'extérieur, on va essayer de faire avec ce qu'on a sous la main. Donc moi, j'ai surtout travaillé avec les gens que j'aime bien, le photographe, le côté vidéo aussi. Donc côté tissu, tout ça, ça n'a pas été évident. Donc j'étais obligé de faire un peu recours à remettre la main sur mes chutes de tissu. Donc ça nous mène à voir les choses autrement. Qu'est-ce qui vous a manqué le plus pendant cette période de confinement? Les amis, les gens que j'aime bien croiser de temps en temps. Le rapport humain, quoi. Exactement. Ouais. Vous avez intégré le calendrier de la haute couture parisienne en janvier 2020. C'était la première fois pour un couturier africain. C'est j'imagine, un grand honneur. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être le premier créateur africain à être invité dans le monde de la haute couture? C'est beaucoup de fierté parce qu'il fallait que ça arrive. Il vaut mieux plus tard que jamais. C'est vrai. Donc c'est beaucoup de fierté pour mon continent, pour le continent africain. C'est pas mon continent, c'est le continent africain. Parfois l'Afrique est absente dans pas mal de choses, alors que tout le monde s'inspire d'Afrique et tout. Et il était temps que l'Afrique puisse être intégrée dans le domaine du luxe. Donc cette ouverture, quoi. Comment avez-vous vécu le fait que ce deuxième show soit malheureusement n'ait pas lieu physiquement? Est-ce que c'est quelque chose qui a été très décevant, ou au contraire, est-ce que vous avez pris ça comme une nouvelle manière d'explorer votre propre créativité? Je pense que c'est entre deux. C'est décevant parce qu'on ne peut pas. On adore les shows en live. Parce qu'il y a le côté physique, le côté contact humain, le côté il y a tous ces gens qui travaillent autour de nous. Alors que l'autre côté, ça devient virtuel. Donc il n'y a plus vraiment le contact. Genre on va voir un show défiler, tous les invités. Parce qu'on va zoomer, on va faire certaines précisions à certains endroits bien précis de la pièce présentée ou du vêtement. Alors que quand c'est le show, c'est la fille qui apparaît le mannequin qui apparaît sur le podium, elle avance en mettant... Elle vit. Elle vit. Le vêtement, la robe prend vie aussi en même temps. Quel a été le processus donc, pour cette collection plus concrètement? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les vêtements eux-mêmes? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour cette collection? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir justement dans cette vidéo? Comme on a été moi j'appelle ça la prison forcée à domicile, le confinement. C'est sûr. J'ai fait recours à tous mes chutes de tissus et c'était le bon moment de les sortir et pouvoir faire quelque chose avec. Et ce sont des tissus, j'imagine, aussi en partie africains. Je sais que vous avez... Il y a les deux. Il y a une partie africaine que je souhaite toujours et que j'ai milite toujours de montrer, et une autre partie aussi des tissus européens. Comment est-ce que vous choisissez les artisans avec lesquels vous travaillez?
Alors, j'ai fait les démarches, c'est les rencontres, c'est des contacts, les recherches sur Internet, les rencontres aussi de bouche à oreille ou des gens que je connais déjà. Je travaille beaucoup avec les artisans africains aussi, même si c'est différent. Quand on travaille avec les artisans qui sont à l'étranger, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'échanges aussi pour trouver vraiment, les faire comprendre mes idées et ce que j'ai besoin d'obtenir. Donc, au niveau des tissages de tissus, la régularité du fil, la qualité du fil, la finition, la souplesse et le confort du tissu, c'est très important. J'essaie toujours de les amener à comprendre ça, surtout dans le domaine du luxe. Il y a certaines exigences qui sont importantes à respecter. Quelles étaient les inspirations? Qu'est-ce que vous avez créé? Je me suis dit, je vais présenter une collection qui s'appelle Amalsi. Amalsi, ça veut dire, dans ma langue natale, Betty du Cameroun, ça veut dire le malheur qui frappe la terre. Ouh. C'est pas triste à voir, c'est plutôt très, très gai, les couleurs. Pour dire aussi qu'en Afrique, quand il y a quelque chose de triste qui arrive, même dans la tristesse, on peut trouver la joie. Les gens vont danser, ils vont faire certaines rites qui nous amènent à célébrer cette chose qui arrive avec certaines idées bien précises par rapport au rite en question. C'est le côté aussi ancien que je ramène toujours pour raconter des histoires. Donc là, on va avoir des robes avec des couleurs, les volumes, tous les empiècements, les superpositions des morceaux de tissu. Quels sont les moments clés de votre carrière? Je sais que vous avez été boxeur, vous avez été danseur, vous avez été mannequin. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Donc la grande tradition de la famille, c'était soit on est boxeur, soit on est danseur. Mais la boxe, c'était obligatoire pour aller s'entraîner tous les soirs au camp de l'unité à Yaoundé. Mais bon, ma carrière a été très longue. J'ai été mannequin, j'ai été danseur, j'ai écrit des bouquins sur le registre des contes imaginaires d'Afrique. Quand j'ai fait les premiers défilés importants, par exemple, faire des défilés pour une maison importante comme Saint-Laurent, c'est des choses qui nous marquent parce qu'on va aussi intégrer ces maisons-là qui représentent quand même le luxe de la France, le luxe mondial. Un petit Camerounais qui arrive tout droit de Yaoundé et qui va commencer à faire... Pas si petit quand même. Oui, donc pour moi c'est énorme. C'est intéressant de donner une qualité un peu magique aux vêtements parce que c'est vrai que quand on met un vêtement, on peut se sentir différent. Le vêtement vit. Quand on prend un beau tissu, qu'on le coupe, on le donne vie après. Parce qu'il y a toute une histoire avant de créer un vêtement. Si c'est une collection, on va imaginer la collection déjà. On va le dessiner, on va l'imaginer. Il va y avoir toute une démarche pour trouver les matières dans lesquelles on va choisir pour créer cette collection. Et après, on va commencer à faire le patronage. Après, il y a les moulages aussi. Tout dépend comment on va travailler dans les studios de création. Moi, j'adore travailler avec les mannequins vivants. Alors, moi, je fonctionne un peu à l'ancienne parce que j'adore tout ce qui vit. Donc, draper des tissus sur le corps d'un mannequin qui bouge et tout. Donc, au final, ça va prendre vie. Et quand une pièce est finie, parfois, il y a les larmes qui peuvent couler parce que c'est comme si un bébé qui naissait. Cette année particulièrement, l'industrie a été très visée quand même par le mouvement Black Lives Matter et on a vu beaucoup de gens sortir, descendre dans la rue, manifester, protester contre les violences policières, contre le racisme. Vous avez subi, vous, du racisme dans l'industrie? Ça existe dans tous les peuples, dans tous les pays. Mais bon, il faut de tout pour en faire au monde. Est-ce qu'on va s'arrêter à ça? Moi, je ne pense pas. Il faut essayer d'être un peu plus avancé. On est qui pour juger des autres, se sentir supérieur aux autres? Je crois que chaque être humain a droit à une place dans ce monde. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de vivre un moment historique ou est-ce que c'est juste... Historique ou pas, ce qui est important là de suivre, pourvu que ça dure et que les gens doivent comprendre, ceux qui n'ont jamais compris, c'est que quand on subit certaines humiliations et quand ça devient aux yeux de tout le monde, comme ce qui s'est passé là, et ce qui est en train de se passer encore parce que ce n'est pas encore fini, là, on nous met vraiment l'histoire de l'humanité à nu, que tout le monde voit comment on peut se traiter les uns et les autres. La mode a toujours célébré la femme noire, la femme africaine. Moi, j'ai salé toujours la maison Saint-Laurent, parce que Saint-Laurent, c'est un des rares qui a toujours eu des mannequins noirs dans ses cabines et dans tous les défilés. Et tous ces mannequins ont toujours été des personnages importants. Et le premier qui a mis les mannequins noirs en avant, c'est Paco Rabanne. On ne l'oublie pas. Vous êtes installé à Paris depuis une trentaine d'années. Paris, c'est aussi la capitale de la mode. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être un créateur à Paris? C'est important? C'est important d'être à Paris parce que Paris, c'est une ville, il pourrait dire, s'amuser à ciel ouvert. Il y a plein de gens différents qui viennent de différents coins du monde. Il y a la culture qui est là, beaucoup d'échanges. Et ça nous pousse aussi à
à réfléchir pour nos réalisations, donc la créativité. On dit souvent que les Parisiennes sont les femmes les plus chics au monde. C'est vrai ou c'est un cliché? La femme parisienne est très chic, à part que parfois, je trouve que ça dépend des périodes et des années. Dites-moi un peu plus. Je pense que parfois, il y a ce côté un peu à la je m'en fous. Mais côté très coquette, tout ça, bien sûr, Paris a sa place et la Parisienne a sa place. En plus, il n'y a pas qu'une Parisienne, il y a des Parisiennes. Parce qu'il y a des gens qui viennent de 4 coins du monde et qui se sentent parisiennes parce qu'ils sont amoureux de Paris. Et il va y avoir différents styles aussi dans tout ça. Et c'est ça qui fait Paris aussi. Il n'y a pas un modèle et tout le monde s'exprime vraiment individuellement et s'habille comme il veut, quoi. Quand on parle de Paris, c'est déjà la femme chic, la femme cultivée. Je pense que quand on revient en arrière, l'histoire nous raconte différentes choses de la vie française, la parisienne, on va dire la parisienne. Quand on retourne par exemple les années 50, elle était très chic aussi. Les robes avec des volumes, les jupes, les petites vestes, comme le Dior des années 50 qui était Dior, c'est un emblème aussi du luxe français. Quelle serait votre parisienne rêvée pour porter une de vos créations? J'étais très content, là, il y a quelques jours, il y a Isabelle Carré qui a porté des robes à moi pour les Molières du théâtre. Elle était magnifique dedans. Il y en a plein d'autres que j'y rêve, qui portent des robes comme Fanny Ardant, comme le nom m'échappe. Il y a plein d'autres. J'imagine. Est-ce que ça existe pour vous un fashion faux pas? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne ferez jamais? Afficher les logos, c'est faux de goût. C'est très 2020, pourtant. Je respecte ceux qui le font parce que c'est leur choix. Le vrai chic, le vrai glamour, c'est des choses distraites. La discrétion, ça fait partie de l'éducation aussi. On n'affiche pas les choses pour afficher. Tout est dans les détails. Les gens qui connaissent la grande vie, j'appelle toujours, comme la grande couture, j'appelle toujours. Parce que ça m'amuse d'appeler les choses comme ça. Au lieu de dire la haute couture, je dis la grande couture, la grande robe du soir. Donc les gens qui fonctionnent dans la grande vie, on va les repérer dans les détails. C'est la montre, c'est la chaussure, c'est le petit sert, mais ils ne vont jamais afficher les emblèmes ou les logos de maisons de couture. Est-ce que vous avez des plaisirs, vous, en matière de mode? Bien sûr, j'adore les chaussures. J'ai fait les folies dans les chaussures. Parfois, je m'achète la même paire de chaussures 2, 3, 4 fois en différentes couleurs. Donc chez vous, il y a plein de chaussures et il y a plein de tissus. Les accessoires, c'est important. Les accessoires, quand on est bien chaussé, on peut être mal habillé, mais la chaussure sauve toujours pour une femme que pour un homme, je pense. C'est un bon conseil. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vous interdisez de faire dans vos collections? Il y a plein de petites choses que je m'interdis. Donc, je dirais, polluer le monde à l'avantage avec les mauvais tissus. On fait toujours des efforts. Je ne peux pas dire que j'ai fait des efforts à 100%, mais je pense toujours à améliorer, à donner mon attention. Peut-être aussi à éduquer les autres, des gens que je côtoie, qu'on fait des échanges de professionnels, de faire des efforts pour ne pas polluer le monde davantage. Vous êtes optimiste, vous, pour le monde? Je sais que ce sujet est un peu sensible, d'autant plus que la mode, on le sait, est vraiment souvent très responsable Je crois que c'est toute une éducation qu'on doit faire au monde. On a besoin de ça parce que le globe va très mal. On a maltraité le globe. On a négligé beaucoup de choses par rapport à des pouvoirs économiques. Et il est temps, avant qu'il ne soit trop tard. Comment est-ce qu'on peut régler ça? Je crois que dire aux gens qu'arrêtez, non, il faut amener les gens à comprendre que les forêts, c'est important parce que c'est le poumon de la vie aussi, pour accompagner la terre et pour que nous aussi, on puisse vivre bien. Ces forêts-là sont importantes, que ce soit l'Amazonie, que ce soit les forêts tropicaux en Afrique, que ce soit le monde entier. On doit faire attention à ça. Donc, c'est une éducation qu'on doit mener aux gens, je pense. Nous demandons toujours à nos invités pendant ces portraits de nous présenter un objet fétiche. Est-ce que vous nous avez apporté quelque chose aujourd'hui? Oui, j'ai pensé à vous. Je vous présente un Kensi. Un Kensi nous vient du Congo. Il est comme un soldat qui fait le lien entre nous et nos ancêtres et pour défendre certains sujets. J'adore cet objet parce que je trouve le côté clou avec le côté accumulation.
Ça reflète aussi notre monde. On accumule les biens, on veut tout accumuler, on accumule l'argent, alors qu'à côté, il y a des gens qui n'ont... il manque peut-être ne serait-ce qu'un peu d'eau potable où les enfants ne vont pas à l'école dans certains coins du monde. Donc on accumule tout. Et là, l'accumulation des pointes ou des petits rondelles d'étoffe qu'on voit là, je trouve ça assez parlant. Parce que le côté graphique, et par rapport à la création aussi, parce que dans mes créations, j'essaie toujours d'accumuler, c'est soit des tissus ou certaines matières que je trouve que quand c'est accumulé, ça donne des reliefs assez importants. Donc j'adore ce bonhomme. Il vit chez vous? Il est dans mon studio de création. Il me garde. Bah, je suis ravie de le rencontrer. Parfois, je ne peux pas lui serrer la main parce qu'il y a les gestes sanitaires, mais Parfois, je fais un petit parle corona-bisoude avec mon coude. Parfois, je fais la conversation avec lui. C'est mon gardien. Il doit connaître des secrets alors. Il n'y a pas de secret tant que ça, mais dans la vie ancienne qu'il appartient, il a pas mal de secrets à nous dévoiler, je pense. Merci de nous avoir parlé de votre collection et j'ai hâte de découvrir la vidéo. C'est moi qui vous remercie. Iman, votre humeur maintenant. Zen, Définissez la mode. très élégant, Quelle est votre plus grande force? moi-même, Votre plus grande faiblesse? ma gentillesse, ma sincérité, mon côté têtu aussi, parce que je suis très têtu. À quelles occasions est-ce que vous ne dites pas la vérité? Je dis rien. Oh, Joker. C'est pas drôle. Quel est votre passe-temps favori? La balade, Comment gérer le stress? le calme. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné? C'est apprendre du recul, écouter et avant de prendre n'importe quelle décision. Quelle est la qualité que vous recherchez le plus chez un ami? La simplicité. Quelle est la qualité que vous recherchez le plus chez un amant? Une amante. La vérité. Acceptez-vous la critique? C'est important d'accepter les critiques parce que ça nous amène à réfléchir aussi et d'évoluer. Quelle est la clé d'une vie meilleure? Écouter, observer, les deux. Quel serait votre conseil à un jeune créateur? L'apprentissage, l'observation et la formation, l'information. Si je vous dis silhouette, qu'est-ce que ça évoque pour vous? La mode.